Les années sida, Frédéric et Valentine. Avril 1993. Le jeudi, Valentine trouva une enveloppe sous la porte de son bureau, comme la fois précédente. Sur le billet qu'elle contenait était noté « Même endroit, même heure, chambre 8, code 2541 ». Le lendemain, Frédéric et Valentine étaient arrivés à l'hôtel bien avant l'heure. Il était 14h30 quand ils entrèrent dans la chambre. « Et maintenant ?» demanda la jeune femme à son mari. « Puisque nous sommes là, autant en profiter. »« Tu veux que tu me fasses l'amour, répondit-il en la caressant. Mais Duchemin va arriver d'un moment à l'autre, et je ne veux pas qu'il me voie dévêtue. Pas besoin de te déshabiller, c'est pour ça que je t'ai demandé de mettre cette robe. Enlève juste le collant et ta culotte. »« Tu es un vrai démon, Frédéric Acheret. »« Je sais, mais un démon dont tu es amoureuse. Alors embrasse-moi et fais-moi l'amour. » Elle obtempéra, finalement, excitée autant que lui par la situation. Frédéric s'était assis en tailleur sur le lit. Agenouillée devant lui, elle glissa sa langue entre ses lèvres et déboutonna sa chemise pour le caresser. Il ne lui fallut pas longtemps pour être prêt. Il avait juste défait les 2 premiers boutons de la robe de sa femme, laissant juste apparaître la dentelle du soutien-gorge. Elle s'était assise sur les cuisses de son mari et avait entouré sa taille avec ses longues jambes fuselées, avant de s'empaler sur son sexe dressé. Elle lui fit l'amour, se soulevant et redescendant lentement. Ils ne se lâchaient pas du regard et se caressaient mutuellement. Ils étaient tellement occupés, emportés par leurs sens, qu'ils n'entendirent ni l'un ni l'autre le bruit que fit Duchemin en composant le code qui déclenchait l'ouverture de la porte. Il entra au moment où Valentine accélérait ses mouvements de va-et-vient. Le couple en pleine action était proche de l'orgasme et l'anesthésiste assista médusé à leur jouissance fulgurante. La robe de Valentine cachait tout. La seule chose que Fabien Duchemin vit d'elle fut son visage extasié et la naissance de ses seins. Frédéric avait vu le regard de son rival et lui sourit ironiquement. « Fabien Duchemin, c'est gentil de te joindre à nous. Tu nous excuseras, mais nous n'avons pas pu attendre. » Décontenancé, l'anesthésiste resta muet avant de se ressaisir. « Qu'est-ce que tu fais là, Acheret ?»« Eh bien, tu as cru bon de donner rendez-vous à ma femme, mais nous faisons toujours nos différentes activités ensemble, moi et Valentine. Je me suis dit que tu n'aurais rien contre un plan à 3. »« Vous êtes des malades tous les deux !» s'exclama l'anesthésiste rageusement. À ce moment, quelqu'un fit de nouveau le code de la porte qui s'ouvrit sur Isabelle. « Salut la compagnie ! Alors, il paraît que c'est ici qu'on s'amuse, dit-elle d'un ton enjoué. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, Émile Duchemin ? Bah quoi ? C'est bien toi qui racontes que nous couchons ensemble, moi et Fred. Mais comme tu vois, sa femme est au courant. Une petite partouze entre amis, ça met du piment dans notre quotidien. Tu m'as l'air tout chafouin, Fabien. Je te croyais l'esprit plus ouvert que ça. Ça devrait t'exciter, cette situation. Une magnifique blonde qui te fait baver depuis des semaines et une belle brune que tu voulais déjà sauter il y a quelques années. » Ni une ni deux, elle saisit le sexe du médecin à travers le pantalon. Mince, aucune réaction. Le réanimateur a besoin d'être réanimé. Tu veux que je m'en occupe, mon lapin ? Duchemin la repoussa brutalement et sortit furieux. « Merci pour la chambre » s'écria Frédéric. Isabelle éclata de rire. Ce rôle de composition l'avait réjoui au plus haut point. Frédéric riait tout aussi franchement, alors que Valentine les considérait l'un et l'autre estomaqués. « Je crois que tu y allais un peu fort, Isa, » finit par dire l'infectiologue. « Tu l'as vraiment humilié. C'était trop tentant. J'espère juste qu'il ne va pas se venger sur Val. » « Ça m'étonnerait. En tout cas, si tu as besoin de témoignages, j'en ai déjà quelques-uns.
3 infirmières et 2 internes de Bichat, plus moi. Je ne désespère pas d'en avoir sur Rouen. Mais il vient d'arriver. D'ici quelques mois, il y en aura sûrement. Ça te laisse le temps de faire ta formation cadre et d'avoir un poste, Val. À ce moment-là, tu seras hors de sa portée et nous pourrons agir. Valentine était rentrée en possession de tous ses moyens, bien qu'elle soit restée dans la même position, ses jambes enserrant la taille de son mari et agrippée à ses épaules. Merci, Isa. J'avais peur que Fred veuille agir trop vite pour prendre ma défense. Je pense que c'est mieux d'attendre. Finalement, si je suis admise à l'école des cadres, ça ne fait plus que 3 bons mois à tenir. Bien, sur ces bons mots, je vous laisse tous les deux. Profitez bien de la chambre, c'est du chemin qui régale. Elle s'éclipsa aussi vite qu'elle était venue. Frédéric et Valentine pouffèrent de rire avant de poursuivre leurs ébats, cette fois complètement dévêtus, jusqu'à l'heure d'aller récupérer leurs enfants. La jeune faisant fonction de cadre avait passé son épreuve d'admission le 6 avril. Ce vendredi 9 avril, elle attendait patiemment l'affichage des résultats sur les portes du bâtiment où se trouvait l'IFSI et l'école des cadres rue des Forgettes. Les candidats qui avaient suivi la formation pour se préparer au concours se connaissaient déjà et discutaient entre eux. Un formateur de l'IFSI qu'elle avait eu d'abord comme étudiant en gastro-entérologie puis comme collègue pendant quelques mois en chirurgie cardiaque, l'aperçut à l'extérieur et vint lui tenir compagnie un moment. « Salut Val, je vois que tu t'es décidé à sauter le pas et devenir cadre. »« Salut Bruno. »« Oui, c'est vrai que je n'avais jamais eu ce projet auparavant, mais je me dis qu'il est temps que j'évolue. Tu en as toutes les capacités, et je te verrai bien formatrice. Qui sait, un jour peut-être. Il faut d'abord que je sois admise à l'école des cadres. » Je n'ai aucun doute là-dessus. Ils échangèrent quelques minutes sur leurs familles respectives et sur leur quotidien professionnel du moment. Il fut aussi question de la prise en charge à 100% des personnes atteintes par le VIH et des résultats décevants de l'essai thérapeutique Concorde auquel Frédéric avait participé. Finalement, Bruno prit congé. « Bien, je te laisse, il faut que je retourne en amphi. À bientôt, j'en suis certain. » La tante reprit. Elle avait toujours un livre en cours ou une revue dans son sac. Elle était assise sur un muret, non loin de la porte, plongée dans le livre de Hilsenrath, Das Märchen vom letzten Gedanken, lorsqu'il y eut soudain un léger mouvement qui lui laissa penser que l'affichage était imminent. Elle releva la tête, mais les regards allaient dans le sens opposé de l'endroit où il devait avoir lieu. Vers elle. Au même moment, elle sentit un bras l'enlacer et le parfum d'un après-rasage qu'elle connaissait bien. « Fred, qu'est-ce que tu fais là ?»« C'est un jour important pour toi, » répondit-il en s'asseyant près d'elle et en lui déposant un baiser léger sur les lèvres devant une assemblée majoritairement féminine qui ne les quittait pas des yeux, oubliant pendant quelques secondes ce pourquoi tous étaient là. « Eh bien, pour l'instant, il n'y a toujours rien à voir. Je vais donc te tenir compagnie. Dis-moi, j'ai du persil entre les dents, parce que toutes ces nanas me regardent avec insistance. Non, je te rassure. Rien de tout ça. Tu es juste beau comme un dieu, mon amour. Et certaines savent qui tu es, professeur. J'espère que tout ça ne va pas se retourner contre moi. » L'attention se reporta bientôt vers le lieu d'affichage. Cette fois, les résultats allaient enfin être connus. Le couple attendit que le nombre de personnes diminue pour s'approcher. Les deux amoureux n'eurent pas à chercher longtemps. Le nom de Valentine se trouvait en première place. Frédéric la souleva de terre avant de chercher ses lèvres devant des spectateurs médusés, comprenant quelques candidats du concours et des étudiants de l'IFSI en pause. Si les filles bavaient littéralement devant le beau professeur Hacheret, dont le nom était chuchoté de bouche à oreille, les garçons, eux, auraient bien pris la place du médecin auprès de la sublime blonde qu'il était en train d'embrasser. Mais le couple était complètement indifférent au regard des autres. Finalement, ils repartirent main dans la main pour récupérer leurs enfants.
Le lendemain, Frédéric avait convié les amis proches pour fêter le succès de Valentine. Celle-ci pensait passer une soirée en amoureux après avoir couché les enfants et s'était mise à l'aise au retour de sa matinée dans le service. Elle était juste vêtue d'une brassière et d'un legging de yoga violet. Elle avait enfilé par-dessus le tout une chemise de Fred dont elle avait noué les pans autour de sa taille. Elle avait attaché ses cheveux dans un chignon un peu fouillis et elle avait l'habitude de marcher pieds nus. Même dans cette tenue, son mari la trouvait irrésistible. Lui aussi aimait être en tenue confortable, comme un pantalon de yoga et un simple t-shirt lorsqu'il était chez lui. Mais il avait gardé le jean qu'il avait porté le matin à l'hôpital, troquant seulement la chemise contre un t-shirt. Lui aussi se baladait pieds nus. La jeune femme fut surprise par l'irruption de 9 personnes vers 19h30. Frédéric avait tout combiné avec eux et chacun débarqua avec de quoi boire ou manger. Rudy et Philippe s'étaient chargés de l'apéritif et des amuse-gueules. Sonia et Victoire avaient préparé des plats salés, laissant les hommes gérer les boissons, et Isabelle et Natacha avaient géré les desserts. Valentine enfila vite fait sa paire de Birkenstock et embrassa tous les invités l'un après l'autre. Rudy, qui avait Julien dans les bras et Mélanie accrochée à une jambe, se moqua gentiment d'elle. Ich sehe, dass du dich schick gemacht hast, uns zu begrüßen, Schatzi. Birkenstocks an den Füßen und wild frisiert. Bravo! Papa sagt, dass Birkenstocks hässlich sind, dit Mélanie. Mais Julien y mit son grain de sel aussitôt, ravi de contredire sa sœur du haut de ses 2 ans et demi. Das ist nicht wahr. Papa sagt immer, dass Mama die schönste ist. Je vous entends, s'exclama Frédéric. Je confirme. Les Birkenstocks, c'est vraiment moche. Mais même avec ça, tu es la plus belle, mon amour. Tant que tu ne les mets pas avec des chaussettes. Merci, chérie. Und zack, das ist dir recht geschehen, Onkel Rudi. Allez, les enfants, lâchez Rudy et allez dire bonsoir à tout le monde. C'était la première fois qu'Isabelle et Natacha venaient chez eux, et les 2 femmes restèrent un peu ébahies de voir Val et ses enfants échanger en allemand avec Rudy. Fred leur expliqua brièvement pourquoi et leur présenta les personnes qu'elle ne connaissait pas encore, en l'occurrence sa sœur Victoire, son beau-frère Nicolas, sa nièce Virginie qui allait sur ses 15 ans, et Sonia, la compagne d'Olivier. Il leur fit également visiter l'appartement. Isabelle félicita Val comme les autres. « Au moins, tu es sûre d'échapper à du chemin dès septembre, lui chuchota-t-elle. Oui, ça au moins c'est acté, puisque mon classement ne laisse aucun doute sur mon admission. Reste le financement. Mais même non financé, je le fais quand même. » La jeune PH se tourna tout sourire vers Fred et attrapa la main de Natacha. « Nous aussi, nous avons quelque chose à fêter ce soir. Je laisse le soin à Natacha de l'annoncer. » La jeune kiné prit la parole, un peu intimidée. « J'ai enfin obtenu ma mutation pour le CHU de Rouen comme kiné. »« Et vous ne devinerez jamais dans quel service elle va œuvrer, » ajouta Isabelle en regardant Val et Fred. « Dans les services de Réa, » compléta Natacha. « Du chemin n'a qu'à bien se tenir, » murmura Isabelle au couple. « Nous aurons une espionne dans la place. Et ce qu'il ignore, c'est que Nat pratique le kickboxing. J'espère d'ailleurs qu'il y a au moins un club sur Rouen. »« Je sais qu'il y en a un à Biorel, un à Mont-Saint-Aignan, celui de l'université, et un à Grand-Couronne, répondit Valentine. Il me semble avoir entendu parler d'un club aussi rive gauche. Il y a bien aussi un club de boxe tout proche d'ici, mais je ne suis pas sûre qu'on y pratique le kickboxing. Je crois qu'il ne s'agit que de boxe anglaise. » Valentine et Victoire mirent les verres, les assiettes et les couverts sur la table du séjour et disposèrent les différents plats préparés. Chacun se servit à sa guise. Les discussions allèrent bon train sur tous les sujets. La vedette de la soirée fut conviée à se mettre au piano. Elle céda et interpréta Don't Let the Sun Go Down on Me de George Michael et Elton John, You de Ten Sharp et Bohemian Rhapsody de Queen. Cette dernière interprétation laissa bouche bée la plupart des invités.
Mais elle changea pour la guitare, pour chanter Heal the World de Michael Jackson avec Virginie, qui la connaissait par cœur. Piensa en mí de Luz Casal, puis One de U2 et Fever. Mais elle n'eut pas la paix pour autant, car Virginie insista pour qu'elle danse avec Rudy sur Michael Jackson. Elle leur avait préparé un medley sur lequel ils firent une battle sur des extraits des titres emblématiques du King of Pop, tels que Beat It, Don't Stop Till You Get Enough, Billie Jean, Smooth Criminal, Dangerous, Thriller, Wanna Be Starting Something. La battle se termina sur un match nul après près de 6 minutes de danse. La fête continua ensuite avec des CD, en ne mettant pas la musique trop fort pour ne pas gêner les voisins. Sérénité retrouvée, juin 1993. Natacha avait pris son poste en mai et avait enfin pu arrêter de faire la navette entre Paris et Rouen chaque week-end. Isabelle et elle avaient emménagé dans un appartement boulevard de l'Isère. Frédéric accompagnait sa femme le matin jusqu'au service de réanimation, passait de temps en temps à l'improviste pour un café dans le bureau de Valentine et venait la chercher pour déjeuner le midi la plupart du temps. Quand il n'était pas disponible, Isabelle ou Natacha déjeunaient avec elle, mais jamais en même temps. Les deux femmes ne se montraient jamais ensemble dans l'enceinte de l'hôpital, et quand elles se retrouvaient au même endroit, rien ne pouvait révéler qu'elles étaient en couple. Seuls Fred, Olivier et Valentine savaient. Duchemin regardait toujours Valentine avec un désir à peine dissimulé dès qu'ils se retrouvaient dans la même pièce, mais la jeune femme parvenait toujours à esquiver. Il avait réussi une fois à la bloquer dans son bureau, peu de temps après le jour où il s'était retrouvé témoin des ébats torrides de la jeune femme avec son mari. Les quelques secondes de ce spectacle lui avaient laissé un souvenir amer, mais lui avaient aussi confirmé que la vie sexuelle de Valentine et Frédéric était loin d'être monotone. Il rêvait d'être à la place de l'éminent infectiologue. Dès qu'il voyait Valentine, il revivait ces instants où le couple faisait l'amour dans cette position du lotus, très sensuelle, les yeux dans les yeux, se caressant mutuellement avant de jouir sous son nez. Des instants où il aurait voulu être à la place de Frédéric. Enfin, il l'avait à sa merci. Mais quelqu'un avait frappé à la porte du bureau, et la future cadre s'était aussitôt écriée « Entrez !» Il avait dû faire marche arrière en disant un « Nous en reparlerons plus tard », plein de sous-entendus, et était sorti sans un regard vers l'intruse qui avait osé interrompre ce tête-à-tête qu'il attendait depuis des jours. La trouble faite n'était autre que Natacha. Si Valentine était devenue son fantasme vivant, il ne renonçait pas à assouvir ses besoins avec d'autres femmes qui le plus souvent ressemblaient à l'infirmière. Natacha, bien qu'elle soit loin d'être un sosie de la belle blonde, n'était pas passée inaperçue. Son faux air d'Inès de la Fressange, avec ses cheveux noirs et ses yeux bruns foncés, avait de quoi le séduire. Certes, son mètre 80 pouvait impressionner. Sa silhouette androgyne ne manquait pas d'attrait. Il la convoqua un début d'après-midi de juin dans son bureau pour lui parler d'un patient. Il évoqua effectivement le dossier d'un patient, mais en profita surtout pour la bloquer contre le mur de son bureau. Mais la réaction de la jeune femme fut immédiate. Elle le poussa violemment et lui décocha un low kick frontal visant un de ses mollets. Il fut déséquilibré et recula sous l'effet de la douleur intense. Elle était déjà en position pour lui assonner un uppercut. Son regard était glacial. « Essaie encore une fois, espèce d'ordure, et je te mets KO. »« C'est bon, calme-toi. Ma parole, tu as bouffé du lion. Si on ne peut plus rigoler. »« À mon avis, on ne rit pas des mêmes choses, espèce d'obsédé. Tu crois que je n'ai pas repéré ton manège avec Valentine? Il te les faut toutes. Crois-moi, celles que j'ai sautées ne s'en sont pas plaintes. C'est vraiment ce que tu penses, abruti? En tout cas, ne t'approche plus de moi, ni de Valentine. Elle ne m'en a jamais rien dit, mais j'ai repéré ton manège. Si tu recommences, cette fois je te pèterai les côtes, et crois-moi, ça fait très mal. » Elle sortit en claquant la porte, et en passant devant le bureau de Valentine, elle y fit une halte pour l'informer de ce qui venait de se passer. « Je crois que Fabien Duchemin devrait te laisser en paix désormais, mais méfie-toi quand même, ce type est tordu. »« Rassure-toi,
J'évite d'être seule avec lui, et quand je sors en ce moment, Frédéric est presque toujours avec moi. C'est le presque qui me gêne, rétorqua Natacha. Les jours où Fred ne peut pas, préviens-moi. Mieux encore, je devrais t'enseigner quelques techniques d'autodéfense. Pourquoi pas? Le studio de danse va marcher au ralenti pendant les vacances, et je serai libre le lundi soir et le jeudi soir. Alors, nous devrions planifier ça. Lorsque Frédéric vint la rejoindre pour rentrer chez eux le soir, elle lui relata sa conversation avec Natacha. Il savait que la kiné avait déjà tiré sa femme d'un mauvais pas. Il se réjouissait qu'elle ait proposé de l'accompagner lorsqu'il n'était pas disponible et de lui enseigner les bases de l'autodéfense. Les cours avec la compagne d'Isabelle commencèrent une semaine avant leur départ en vacances et se poursuivirent à leur retour fin juillet, avant le départ d'Isabelle et Natacha en vacances. Par chance, Duchemin avait pris également ses congés en août. Pendant 2 mois, le couple avait retrouvé sa sérénité. Frédéric s'était rendu à la 9e conférence internationale sur le sida à Berlin du 6 au 11 juin, où Valentine l'avait rejoint le mercredi soir. Il avait participé aussi aux 2 précédentes, celle d'Amsterdam en 1992, où Valentine l'avait accompagnée, et celle de Florence en 1991. La conférence internationale sur le sida d'Amsterdam avait été marquée par 2 importantes polémiques, mettant en cause le système de santé et de surveillance épidémiologique américain. Scientifiques et journalistes s'y étaient aussi passionnés pour les cas de déficit immunitaire sans virus, détaillés par le docteur Jeffrey Lawrence du Cornell University Medical College à New York et révélés par Newsweek. Un vif débat portant sur la définition même du sida avait d'ailleurs opposé les responsables du CDC d'Atlanta aux groupes activistes américains. En revanche, lors de la 7e conférence qui s'était tenue du 16 au 21 juin 1991 à Florence, il n'avait assisté qu'à 2 journées. Ce congrès avait mis en évidence les divergences des chercheurs sur la physiopathologie de la maladie, ce qui impliquait des stratégies thérapeutiques différentes. Frédéric avait été particulièrement passionné par l'intervention du professeur Hazeltine de Boston, décrivant les différents moyens qui pourraient permettre de trouver la parade contre ce virus si différent des autres. En effet, le VIH possédait dans son patrimoine héréditaire un certain nombre de gènes de structure assurant la fabrication des protéines d'enveloppe, des enzymes et des protéines de surface, mais il contenait aussi d'autres gènes aux fonctions bien spécifiques, tels le gène de transactivation intimant l'ordre au VIH de se répliquer, mettant ainsi fin à la période de latence, ou bien le gène REV, jouant un rôle dans l'activation du virus par l'intermédiaire des gènes structuraux. 5 autres gènes régulateurs avaient été découverts en 1990, et tous n'avaient certainement pas été identifiés, ce qui rendait le système toujours plus compliqué. Un des éléments fondamentaux du puzzle était un récepteur, le CD4, situé à la surface des lymphocytes T, permettant l'amarrage du VIH et l'infection des lymphocytes, ainsi que la copie de leur matériel génétique. Toute la difficulté venait du fait que le virus était protégé par une enveloppe de glycoprotéines, aveuglant le système immunitaire, et que le dit virus, en se répliquant, se modifiait, ce qui éloignait la perspective de la conception d'un vaccin. Néanmoins, des chercheurs américains avaient obtenu une protection immunitaire, l'empêchant d'infecter ces cellules cibles, en utilisant un anticorps monoclonal dirigé contre l'une des parties les plus importantes de l'enveloppe du virus, la boucle protéique V3. En revanche, Frédéric n'était pas allé du tout à la 6e conférence qui avait eu lieu en 1990 à San Francisco, la ville phare de tous les mouvements de libération des années 70 et l'épicentre de l'épidémie. Ce voyage l'aurait tenu éloigné trop longtemps à son goût de Valentine. Par ailleurs, elle avait surtout consisté en un bilan de la lutte contre la maladie. Quant à cette conférence de Berlin de 1993, elle avait été une douloureuse vitrine de ce fléau épidémique qui continuait de défier la raison, la science et la médecine contemporaine. Cette conférence marathon avait entre autres fonctions, comme les précédentes, donné à voir quelques personnes infectées par le VIH, en l'occurrence des homosexuels masculins. Certaines voix s'étaient élevées contre la quête du profit des compagnies pharmaceutiques, la starisation de quelques chercheurs et les effets souvent pervers de la compétition entre équipes scientifiques.
Elles avaient aussi attiré l'attention sur certaines inégalités criantes, telles la surreprésentation des associations occidentales, souvent homosexuelles, alors que l'épidémie mortelle sexuellement transmissible concernait plus particulièrement les adolescents et les adultes, hommes et femmes, des pays du tiers-monde. Mais l'instant qu'attendait Frédéric était la présentation par le professeur Maxime Seligman des résultats de l'essai Concorde. Ce mardi 8 juin, les résultats du plus important essai thérapeutique jamais conduit avec l'AZT, cette molécule de la multinationale pharmaceutique Wellcome, et généralement tenue comme la médication du sida, avait été rendue publique, dans un silence tendu. Tous, ou presque, avaient encore en mémoire les résultats préliminaires publiés dans les colonnes du Lancet et rendus publics le 1er avril 1993. Des résultats mettant en lumière des bénéfices peu évidents. Cet essai avait duré d'octobre 1988 à décembre 1992, impliquant 1749 personnes séropositives et asymptomatiques dans 73 centres spécialisés, 38 au Royaume-Uni et en Irlande et 35 en France. Son objectif était d'évaluer de la manière la plus objective possible quels bénéfices pouvait attendre de la prescription d'AZT une personne séropositive ne présentant aucun des signes cliniques de la maladie. Malheureusement, cette étude n'avait pas pu mettre en évidence de bénéfices quant à la survie des personnes concernées, avait expliqué le professeur Seligman. Le seul bénéfice, tout à fait limité et très transitoire, avait déjà été mis en évidence dans certaines études américaines. En outre, il n'était pas statistiquement significatif. Autrement dit, rien ne justifiait la prescription précoce d'AZT dans le cadre d'une monothérapie. À l'inverse, les auteurs de l'étude avaient répété à Berlin que rien dans leurs résultats ne permettait de soutenir que l'AZT n'avait aucun intérêt chez les personnes souffrant de manifestations cliniques de la maladie. Au cours de cette conférence de presse destinée à présenter ces résultats, le professeur Seligman s'était déclaré véritablement désolé que les résultats de l'essai Concorde aient pu provoquer un profond trouble chez de très nombreux patients, et ce, en dépit de toutes les précautions prises. La pilule avait été aussi amère pour Frédéric, qui connaissait déjà bien ces résultats décevants de l'essai auquel il avait participé. Finalement, la seule note positive avait été l'arrivée de Valentine le lendemain soir. La jeune femme en avait profité pour lui faire visiter la ville. Après avoir laissé sa valise cabine à l'hôtel où elle l'avait rejoint, elle ne lui avait pas laissé le temps d'un câlin et l'avait entraîné vers la porte de Brandebourg, puis au pied du Parlement allemand tout proche, avant de prendre la rue Ebertstrasse pour se rendre jusqu'au mémorial de l'Holocauste. Un bon moyen de connaître la ville en méditant sur l'un des événements les plus terribles de son histoire. Dans la même rue, ils purent voir quelques vestiges du mur de Berlin et admirer le dôme illuminé du Sony Center à Potsdamer Platz. Ils prirent ensuite le métro pour dîner dans un des restaurants de l'Alexanderplatz. Le lendemain, elle l'avait emmené jusqu'à la cathédrale de Berlin. Les deux amoureux s'étaient ensuite promenés le long de la Friedrichstrasse, la rue commerçante la plus célèbre de la ville, avant de se diriger vers Gendarmenmarkt, une jolie place avec deux églises jumelles. Ils rejoignirent l'avenue Unter den Linden, où se trouvait la Nouvelle Garde, un magnifique bâtiment qui abritait l'émouvante sculpture d'une mère tenant son fils décédé dans ses bras. À côté de la Nouvelle Garde, Valentine montra à son mari la Bebelplatz, connue pour être le lieu où s'était déroulé l'autodafé de livres que les nazis jugeaient inappropriés. En attendant l'heure du dîner, ils avaient flâné dans les rues avoisinant l'avenue Unter den Linden avant de s'arrêter dans un restaurant traditionnel du quartier Saint-Nicolas, tout près de la cathédrale. Le vendredi, après la fin de la conférence, ils avaient fait une halte sur l'avenue Kurfürstendamm, l'une des plus populaires de Berlin, pour contempler l'église du souvenir de l'empereur Guillaume, un témoignage des ravages causés par la guerre. En prenant la ligne de métro U1 sur Kurfürstendamm, ils étaient rapidement arrivés à Warschauer Straße pour aller voir les éloquents graffitis sur une portion du mur située sur la Mühlenstraße. Ils étaient ensuite retournés dans le centre-ville pour visiter le passage frontalier le plus connu entre l'Est et l'Ouest, Checkpoint Charlie. Ils n'étaient repartis que le samedi après-midi,
après une promenade dans les souterrains de Berlin pour visiter les bunkers utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale et découvrir le château de Charlottenburg afin d'y admirer les chambres impériales et flâner dans ces magnifiques jardins. Ce mois de juin s'était terminé par leur 8e anniversaire de mariage. Pour une fois, Valentine n'avait pas souhaité aller dans leur restaurant favori. Elle s'était arrangée avec ses parents. Sa mère était allée chercher les enfants à l'école et les ramènerait à leurs parents le mercredi soir. Ce mardi 29 juin, la jeune femme voulait réserver une surprise à son cher et tendre. Lorsqu'ils étaient rentrés tous les deux vers 19h, elle lui avait demandé de s'habiller pour aller à la campagne. Elle-même avait revêtu une courte robe portefeuille rouge à manches courtes évasées. Cette tenue estivale était complétée d'une paire de sandales plates, lacées, blanches. Elle avait attaché ses cheveux avec le même foulard en soie que celui qu'elle portait lors de la soirée qui s'était conclue par leur première nuit d'amour. Avant de sortir, elle lui avait confié les clés de la voiture et avait attrapé un panier que Véronique avait déposé après avoir récupéré les enfants à l'école. « Où allons-nous » demanda Frédéric circonspect. « Direction Barentin, après nous verrons. »« Ok, c'est parti. » Après avoir pris les quais, ils avaient emprunté l'autoroute vers Barentin. À la radio passaient les tubes du moment, comme That the Way Love Goes de Janet Jackson ou Are You Gonna Go My Way de Lenny Kravitz, la reprise de Could It Be Magic de Take That ou la version de I'll Be There de Mariah Carey. À partir de Barentin, Valentine demanda à son mari de prendre la direction de Saint-Martin-de-Lif. Elle scrutait les environs, en particulier les champs. « Je peux savoir ce que tu cherches ?»« Un coin tranquille, mon amour. »« Dis-le-moi quand tu l'auras trouvé. » Il avait ralenti. Personne ne le suivait. Il n'avait aucune idée de ce qu'elle recherchait exactement, mais il était certain que ça allait lui plaire. Après tout, il faisait encore plus de 20 degrés, le ciel était dégagé. Il était prêt à dormir à la belle étoile du moment qu'elle était près de lui. Soudain, entre Saint-Martin-de-Lif et Molévrier-Sainte-Gertrude, elle lui demanda de s'engager dans un chemin de terre et de s'arrêter près d'un bosquet d'arbres. Elle sortit de la voiture et vint le tirer par la main pour l'entraîner dans le champ. « Alors, que vois-tu » ? ?»« Je ne vois que toi. » »« Mauvaise réponse, à part moi. »« Un immense champ avec plein de coquelicots ? » ?»« C'est magique, non ? » ?»« C'est toi qui es magique, chérie, » répondit-il en l'attrapant au vol alors qu'elle s'élançait déjà pour courir à travers champs. Juste à côté du champ déjà parsemé de coquelicots, il y avait une zone en jachère remplie de fleurs dont les fameux pavots sauvages. Il ne la lâcha que lorsqu'il eut reçu le baiser qu'il exigeait. Puis il se laissa entraîner vers l'endroit où il y avait le plus de ces fleurs rouges qui semblaient tant attirer sa femme. Il ne l'avait pas remarqué lorsqu'elle était sortie de la voiture, mais elle tenait à la main une boîte hermétique. Amusé, il la vit cueillir une brassée de coquelicots, avant de s'asseoir par terre et de brûler le bout de la tige à l'aide d'un briquet qu'elle avait extrait de la boîte. Il la vit mettre de côté les fleurs dont elle avait brûlé la tige et ensuite remplir la boîte de pétales et de feuilles des autres coquelicots. Il avait fini par s'asseoir près d'elle. « Qu'est-ce que tu fabriques, mon amour ?»« J'ai brûlé les tiges pour pouvoir conserver ce bouquet quelques jours. Et, monsieur le professeur, les pétales et les feuilles des coquelicots sont comestibles. Donc, je vais tester. Pas plus tard que ce week-end. D'où la boîte. Tu sais que je te vois venir avec tes coquelicots. Tu penses que je ne sais pas que 8 ans de mariage correspondent aux noces de coquelicots ? Ça va t'étonner ? Mais ça ne m'a pas traversé l'esprit que tu puisses l'ignorer. En fait, j'adore les champs de coquelicots, tout simplement. Et c'est un bel endroit pour fêter notre anniversaire de mariage. Tu ne pouvais pas trouver mieux. Ça tombe bien, parce que c'est là que nous allons passer la soirée. Elle ne lui laissa pas le temps de rétorquer et se dirigea vers la voiture avec son bouquet et sa boîte qu'elle déposa dans le coffre avant d'en sortir le panier. Elle en avait extrait une nappe rouge et blanche qu'elle étala au sol.
Frédéric s'était approché et de nouveau s'était assis près de sa bien-aimée. « Je te propose, en apéritif, des bouchées de tomates cerises et mozzarella et des mini-pizzas pour accompagner un kir au sirop de coquelicot, annonça-t-elle. Et nous y revoilà avec les coquelicots. Eh bien, testons. Elle sortit 2 flûtes dans lesquelles elle versa le précieux liquide, avant d'en tendre une à Frédéric. Celui-ci l'enlaça et leva son verre pour porter un toast. À nos 8 années de mariage. 8 années de bonheur à tes côtés, ma chérie. À toi, mon amour, qui as tout fait pour me protéger. Je t'aime, Fred, et je ne suis pas prête à ce que ça cesse. Crois-moi, je suis prêt à tout pour que ça dure encore de très nombreuses années, répondit-il. Je n'envisage pas vivre sans toi. Il déposa un baiser léger sur les lèvres de Valentine. Ils sirotèrent leur kir et dégustèrent les amuse-gueules qui allaient avec. Véronique avait ensuite mis dans le panier une bouteille contenant du gazpacho, qu'ils se partagèrent, et un carpaccio de bœuf avec des poivrons rouges marinés. Quant au dessert, il s'agissait d'une mousse aux fruits rouges. « Et pour finir, veux-tu un thé ?» s'enquit la jeune femme. « Pourquoi pas ? Mais vu que le menu ne contenait que des plats rouges, je suis prêt à parier que le thé, lui aussi, va être rouge. » Gagné ! Après avoir bu leur thé, qui en fait n'en était pas un, mais du rooibos, Valentine vint se blottir contre Frédéric pour admirer le coucher de soleil. « Tu avais raison, mon amour, dit-il. C'est vraiment magique. Tu m'as emmené dans un tableau impressionniste. Cette palette de couleurs chaleureuses du soleil couchant qui baigne ce champ de coquelicots, c'est magnifique. Le coquelicot est une fleur frêle et vulnérable, pourtant elle se tient droite, et elle embellit n'importe quel lieu où elle fleurit. Comme toi, ma chérie. Mais moi aussi j'ai prévu quelque chose pour toi. » Sur ces mots, il sortit une petite boîte. Elle contenait une paire de pendants d'oreilles en or jaune avec 3 rubis superposés. « Fred, tu n'aurais pas dû. »« Je t'aime, Val. Je voulais t'offrir beaucoup plus. Et puis, les rubis sont rouges comme les coquelicots, » répondit-il en lui mettant les pendants d'oreilles. « Et en échange, je te veux toi. Tu sais bien que tu m'as déjà. Je t'appartiens depuis que je t'ai rencontré. Tu n'as qu'à me regarder comme tu le fais tout de suite et je fonds. Crois-moi, je vais en user et en abuser. Pas plus tard que tout de suite. Je veux tester le pouvoir du rubis. Il paraît qu'ils augmentent le désir et l'énergie et je vais vérifier si ça marche sur toi. » Il la renversa et sa bouche trouva rapidement ce qu'il cherchait. Ses mains glissèrent le long du corps de Valentine, la faisant trembler de désir. Lorsqu'elles effleurèrent l'intérieur de ses cuisses, écartant les pans de la robe légère, elle s'offrit tout entière. Ils firent l'amour plusieurs fois, avant de s'endormir à la belle étoile. Ce fut la fraîcheur du matin qui les réveilla vers 5h30. Ils rentrèrent chez eux pour prendre une douche, ensemble, avant d'avaler leur petit déjeuner et aller au travail, main dans la main.